Olá! O Fronteiras do Pensamento apresenta a segunda parte da conferência Direitos Humanos e Democracia na Era Globalizada, com o médico congolês Denis Mukwege. Ganhador do Prêmio Direitos Humanos das Nações Unidas pelo seu trabalho de proteção aos direitos das mulheres do Congo, ele analisa a atual situação da saúde do continente africano e destaca a importância da democracia para a preservação dos direitos humanos. Confira. Comme le soulève encore une fois Caritas, le principe de neutralité engendre de nombreuses questions. Jusqu'à quel point les acteurs humanitaires peuvent-ils s'émincer dans le champ politique? Doivent-ils aussi intervenir en faveur de la paix, de la démocratie, de la justice sociale? Ou doivent-ils au contraire s'abstenir de toute ingérence politique et se contenter sur la seule aide d'urgence? La réponse à ces questions est loin d'être simple. Au Congo, en effet, depuis plus de 10 ans, des troupes des Nations Unies, appelées MONUC, se sont déployées dans mon pays. Le plus grand contingent de l'ONU jamais déployé nulle part ailleurs et qui coûte des millions de dollars par jour. Il est vrai que la MONUC a fait du bon travail, elle a épargné des milliers de vies. Cependant, la guerre n'est pas totalement finie. La MONUC qui joue parfois le rôle d'observateur, donc il observe des meurtres, il en fait rapport, il observe des viols, il en fait rapport, mais ne peuvent pas intervenir puisqu'ils n'ont pas mandat. On trouve encore des territoires immenses sous contrôle des rebelles, ils sont en contact avec eux, ces rebelles terrorisent la population, la violent, la détruisent, mais les forces des Nations Unies n'ont pas mandat, ils ont mandat d'observer la misère, faire le rapport sur la misère. Ça pose question, c'est un dilemme. La situation de la République démocratique du Congo met en exergue le fait que l'action humanitaire pacifiste et non interventionniste a ses limites. L'exercice du droit d'ingérence éviterait beaucoup de crises humanitaires et dispenserait la communauté internationale de tant de dépenses financières, l'argent qui serait utilisé pour financer des projets de développement. Ceci va nous amener juste à parler de la question cruciale de la santé en Afrique par rapport au reste du monde. La situation de la santé en Afrique subsaharienne est de plus alarmante de notre planète. Si on s'en tient aux chiffres régulièrement publiés par l'OMS, lorsqu'on sait que la relation étroite qui existe entre la santé et le développement, s'efforcer de collaborer en vue d'améliorer le niveau de santé des populations africaines revient à contribuer au développement de tous les continents. Le développement socio-économique dépend dans une large mesure des conditions de santé des populations qui, si elles vivent dans des conditions précaires, ne peuvent pas donner le meilleur d'elles-mêmes. De cette manière, sans une politique de santé conséquente, il n'y a pas de développement. Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies de 2000, il fit adopter les objectifs du millénaire pour le développement. L'approche fut un nouvel espoir pour les continents qui ont accumulé un retard de développement avec un système sanitaire qui ne répond plus aux besoins de la population. Les objectifs du millénaire pour le développement prévoient non seulement de réduire la morbidité et la pauvreté, mais également les inégalités entre les pays et au sein même de chaque pays, puisqu'en fait les inégalités, ce n'est pas seulement par rapport au pays, mais on peut constater très bien que dans un même pays, on peut avoir des inégalités qui sont parfois choquantes. La comparaison des ratios de mortalité infanto-juvénile en fonction du lieu de résidence, du niveau d'éducation de la mère et de l'appartenance au quintile selon la richesse avec les résultats de l'enquête que EDS a menée en 2004, montre que les enfants des milieux ruraux, ceux issus d'une mère non éduquée et ceux faisant partie des ménages les plus pauvres continuent d'être exposés à un risque de mortalité plus élevé que les enfants de milieux aisés.
les enfants des mères non éduquées présentent un taux de mortalité 2,2 fois supérieur à celui des enfants issus des mères éduquées. Les enfants issus des ménages les plus pauvres présentent un taux de mortalité 2,5 fois supérieur à celui des enfants qui viennent en fait des milieux plus riches. Le rapport de l'OMS sur la santé dans le monde 2006 fait ressortir les inégalités majeures dans la répartition du personnel de santé entre les pays. Cette question est très intéressante. Les pays dont les besoins en termes relatifs sont les plus faibles disposent des effectifs du personnel de santé le plus nombreux, tandis que ceux supportant la plus forte charge de morbidité doivent se contenter d'un effectif d'agents de santé beaucoup plus réduit. La région d'Amérique, qui inclut spécialement le Canada et les États-Unis d'Amérique, ne supporte que 10% de la charge de la morbidité mondiale. C'est pourtant cette région qui concentre près de 37% du personnel de santé mondiale et plus de 50% des dépenses de santé consenties dans le monde. L'Europe bénéficie également d'une fraction disproportionnée de moyens humains et financiers consacrés à la santé. À l'opposé, la région d'Afrique supporte plus de 24% de la charge de la morbidité mondiale, mais n'accède qu'à seulement 3% du personnel de santé mondiale et qu'à moins de 1% de ressources financières mondiales, même si l'on comptabilise les salaires et les subventions provenant de l'étranger. Il est triste de constater que malgré cette disproportion, l'Afrique continue à former les cadres de la santé pour l'Amérique et l'Europe par le phénomène de fuite de cerveau du sud vers le nord. Beaucoup de cadres africains ont coûté très cher à leur communauté, à leur pays, en termes de formation, mais une fois la formation terminée, ils migrent et s'installent au nord au détriment du continent africain. Ceci contribue à exagérer cette disproportion et déséquilibrer la relation nord-sud par rapport à la santé. Pour illustrer ce déséquilibre nord-sud, nous voulons brosser brièvement les indicateurs de la situation sanitaire qui sont des restes très alarmants en République démocratique du Congo. Tenez bien, le taux de mortalité infantile est de 126 pour 1000 naissances vivantes. Un taux de mortalité infanto-juvénile qui est de 213 enfants pour 1000. Un taux de mortalité maternelle qui est de 1289 pour 100 000 naissances vivantes. Une réelle catastrophe. L'apparition de maladies endémo-épidémiques qui étaient jadis éradiquées, on le voit revenir, telles que le monkeypox, la fièvre hémorragique virale, la trypanosomiase, la tuberculose, la lèpre, le choléra, le typhus et j'en passe. Le paludisme reste un gros problème de morbidité et de mortalité en République démocratique du Congo. La prévalence du VIH-Sida, qui se situe autour de 5% de l'ensemble de la population, tenez bien, avec une disponibilité seule de 6% des antirétroviraux sur un total des éligibles. Donc sur tous les éligibles, 6% seulement peuvent bénéficier des antirétroviraux. La prévalence élevée de VIH-Sida chez les femmes enceintes, entre 15 et 24 ans, est de l'ordre de 4,8%. Le délabrement des infrastructures, la faible accessibilité de la population aux soins de santé, et ici, à titre indicatif, 0,2% de nouveaux cas par an seulement sont signalés, alors que la moyenne serait de 0,5%. L'accessibilité aux médicaments essentiels représente seulement 37%. Cette illustration de la République démocratique du Congo reflète très bien ce qui se passe sur l'ensemble du continent africain subsaharien. Il convient donc de noter également
que l'absence de solutions adéquates aux problèmes de santé posés par la population et surtout la problématique d'accès aux soins de santé modernes suite à la pauvreté font que la population a tendance à recourir à la médecine appelée traditionnelle comme un rempart, alors que celle-ci ne peut pas répondre souvent de façon scientifique aux problèmes posés par les malades. Ce qui fait que les malades vont se présenter dans des structures de santé tardivement. Cette attitude constitue un véritable dilemme car elle contribue à grossir les statistiques alarmantes de l'Afrique. Dans ce dilemme de l'Afrique, quelle est la place de l'éducation ? Je dois dire que sur le plan de la scolarisation, le dernier rapport de la Banque mondiale, intitulé « Indicateurs du développement dans le monde 2010 », indique qu'il reste encore 72 millions d'enfants en âge d'être scolarisés qui ne sont pas encore inscrits à l'école, et ceci c'est surtout en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, où l'achèvement universel de l'éducation primaire d'ici 2015 reste tout à fait aléatoire. Donc l'Afrique reste l'une des régions qui connaissent des taux supérieurs d'illettrisme, d'abandon ou d'échec scolaire dans le monde. Ceci peut s'expliquer par deux raisons majeures. Il y a d'abord l'usage des langues étrangères. Beaucoup se mettent d'accord aujourd'hui que le fait d'apprendre dans la langue qu'on apprend seulement à l'école et qu'on ne peut pas utiliser à domicile ou dans la vie quotidienne rend l'éducation aux enfants africains beaucoup plus compliquée. Et les pays comme le Congo-Brazzaville a fait l'expérience d'utiliser les langues locales dans l'enseignement primaire. Apparemment, cette expérience donne une satisfaction. Le deuxième élément, c'est la pauvreté. En effet, dans les États où l'éducation scolaire des jeunes entre dans la seule responsabilité des parents, qui sont par ailleurs désœuvrés ou sous-employés et en majorité sans revenus, les reculs scolaires ne peuvent être qu'à la fin la pauvreté. Voilà c'est à quoi l'Afrique ferait encore plus appel à ses partenaires. L'autre problème de l'Afrique tient à la triste réalité des fuites des cerveaux. On en a déjà parlé. Ceux qui finissent les études supérieures se trouvent devant un dilemme. Rester en Afrique en fait de former ses frères et de mourir de faim, ou alors migrer vers d'autres cieux pour une vie meilleure. Alors l'Afrique doit-elle continuer de former ses cadres pour le voir partir après? Là aussi se trouve un dilemme. De tous ces dilemmes, nous débouchons à la démocratie. Plus haut, nous avons énuméré quelques dualismes qui expliquent les dilemmes de l'Afrique. Parmi ces dualités, il y a la tension entre la modernité et la tradition. Cette tension est caractérisée par l'échec du démarrage démocratique en Afrique. En effet, dans le mental de l'Africain, ceci peut concerner toute l'Afrique. Le pouvoir est inné et transmissible de façon héréditaire. Ça, c'est inscrit quelque part dans la mémoire de l'Africain et il est très difficile de lui enlever ça dans la tête. Mais la démocratie héritée des valeurs occidentales fonctionne de façon tout à fait différente. Le mandat politique n'est pas inné, il est acquis par voie électorale. Le pouvoir est soumis au principe de l'alternance. L'Afrique de la période post-coloniale a fonctionné de façon traditionnelle. Un président pouvait se maintenir au pouvoir jusqu'à ce que la mort l'en arrache. À part quelques rares exceptions, dont Léopold Sédar Senghor, tous les présidents se sont maintenus au pouvoir, quels que soient les vents et tempêtes. Houphouët-Boigny, Mobutu Sese Seko, Omar Bongo, ils sont restés au pouvoir jusqu'à la mort. Au début des années 90, suite au discours de la Baule prononcé par le président français François Mitterrand, un air de démocratie a soufflé sur tout le continent africain. Presque tous les pays se sont engagés sur la voie démocratique. Le principe était là, la volonté aussi était là, mais la tradition était plus forte que la modernité, en sorte que le principe de l'alternance a été vite balayé au profit de la conception monarchique du pouvoir. C'est ce qui explique que 20 ans plus tard, dans plus de 3 pays d'Afrique, les enfants des présidents
ont succédé à leurs défunts pères. Il s'agit notamment de Joseph Kabila qui a succédé à Laurent Kabila en République démocratique du Congo, de Ali Bongo qui a succédé à Omar Bongo au Gabon et au Togo où Eyadema a été succédé par Eyadema. Ces trois exemples montrent la limite de la démocratie en Afrique. Un autre fait caractéristique du dilemme de l'Afrique, c'est le fait que dans la tradition africaine, tout appartient au chef. Tout appartient au chef. Les biens, les personnes, la terre, tout appartient au chef. Il doit être riche et il n'est contrôlé par personne. Un chef pauvre n'en serait pas donc un chef. Si vous êtes chef, vous devez être riche. Mais l'exercice du pouvoir dans la modernité fonctionne de façon tout à fait différente. Un chef est soumis au contrôle démocratique. Un chef rend des comptes à son peuple. Tout ne lui appartient pas. Ici aussi, ces deux conceptions entrent en conflit et expliquent le refus des principes élémentaires du contrôle démocratique. Ce fait est l'une des raisons qui expliquent la gabegie et la corruption en Afrique. Enfin, pour terminer, il n'y a pas de démocratie sans droits humains. Depuis très longtemps, dit au reste, les droits humains avaient été considérés comme un luxe. Il me semble que cela reste vrai pour beaucoup de pays d'Afrique. En effet, trop peu de nos pays reconnaissent la dignité inhérente à chaque personne sans discrimination aucune. Ils sont encore rares sur le continent africain, ce qui assure à tous des chances et des choix égaux. Il est vrai que les droits humains sont un principe universel, cependant la nature humaine s'y oppose constamment. Le respect des droits humains serait proportionnel alors au niveau de la démocratie d'un pays. Aussi, un pays aux valeurs plus démocratiques sera plus sensible et plus respectueux des droits humains. L'exercice monarchique du pouvoir de nos élites africains fait que tout est au président et son entourage. Le président a raison en toutes choses. Ce fonctionnement exclut ipso facto toute contestation, toute forme de contre-pouvoir. Dans une telle conception de la gestion publique, il n'y a pas d'espace pour le respect des droits humains tel que l'on peut le concevoir dans un pays au fonctionnement démocratique vrai. Au sujet des droits de l'homme, donc, constatez avec moi que le chemin est encore très long en Afrique. Pour finir, je dois dire que l'Afrique est écartelée entre la tradition et la modernité, mais à l'exemple des pays émergents, l'Afrique doit trouver son chemin pour réaliser son développement, tenant compte de ses valeurs propres qu'il faut bien sûr intégrer, mais aussi en acceptant les apports positifs des autres civilisations auxquelles l'Afrique doit se frotter. J'ai dit et je vous remercie. Você acompanhou a segunda parte da conferência Direitos Humanos e Democracia na Era Globalizada, com Denis Mukwege. No próximo mês, assista aqui, na URGS TV, mais um Fronteiras do Pensamento. Obrigada pela companhia e até a próxima!